Salut Marc et Smart et bienvenue dans ce Talking Catch épisode 4, votre nouveau podcast sur les news du catch. Chaque semaine, on vous parle de la WWE et quelquefois des autres divisions de catch. Je suis accompagné une nouvelle fois aujourd'hui par Monsieur Ringside. Salut les amis. Voilà. Et j'ai d'abord une grosse correction à faire sur une grosse connerie que j'ai dit dans le Talking Catch précédent sur la venue de l'Undertaker à SmackDown. J'ai dit qu'il allait venir le 8 novembre. Donc bien sûr quand vous entendrez ce podcast, ce ne sera plus le 8 novembre parce qu'on l'enregistre après. C'était le 15 en fait. C'est le 15 novembre qu'il passe à SmackDown, Monsieur l'Undertaker, au 900e épisode. Tu me confirmes Ringside que je me regourre pas encore? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais de toute façon, les remarques qu'on a faites, les analyses sont quand même valables. Une semaine d'écart, c'est pas bien grave. Hein. C'est une histoire de date, c'est tout. Voilà, mais c'est important d'être précis. Hein. On n'est pas payé, mais on essaye d'être professionnel. Enfin bref. Donc comme d'habitude, hein, on va vous donner un peu les news les plus importantes de la semaine, vous dire quelquefois si c'est smart ou trash. On essaie d'utiliser ce principe, mais en fait on se rend compte que quelquefois c'est pas facile. Et donc voilà, n'hésitez pas en commentaire après à nous dire votre avis sur les news, etc. et vos hypothèses sur les rumeurs et tout ça. On va commencer avec la première news qui est celle que à propos de la WWE, donc dans le Wrestling Observer, la newsletter, on apprend que, enfin ou du moins on entend qu'il y a une rumeur sur un nombre de pay-per-view pour 2017 qui serait réduit par la WWE. Ils sont en pleine réflexion pour savoir quel pay-per-view ils vont enlever. Hein. On rappelle que du coup depuis le brand split, séparation de SmackDown et Raw au niveau des rosters, on avait un pay-per-view par roster tous les mois environ. Donc du coup ça fait un pay-per-view toutes les 2 semaines. Sauf les mois où il y avait le gros pay-per-view comme SummerSlam ou mince, l'autre m'échappe. Bah là il y a Survivor Series. Survivor Series, Royal Rumble ou Voilà. Mania. Voilà. Donc pour rappel, en 2016, la WWE a organisé 15 pay-per-view télévisés, mais aussi 5 pay-per-view exclusifs au network, donc les pay-per-view spécifiques à SmackDown et Raw. Donc 20 pay-per-view dans l'année. Est-ce que cette réduction du nombre de pay-per-view pour toi c'est une bonne nouvelle, ou finalement ils nous avaient prouvé ces derniers mois que ça peut être intéressant d'avoir Dans l'absolu, c'est une bonne nouvelle, hein, je pense, parce que de toute façon, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Alors les derniers pay-per-view étaient loin d'être mauvais quand même, mais je pense que c'est vraiment préférable qu'il y en ait moins que ce qu'ils proposent actuellement, parce que à terme, ça aurait forcément donné quelque chose de beaucoup moins bien que ce qu'on peut avoir avec un pay-per-view par mois. Je pense que c'est le bon rythme. Ça fait déjà beaucoup. Alors j'avais envie de pousser le truc un peu plus loin, genre qu'on dise chacun quels sont les avantages, allez, les top 3 avantages et inconvénients de ces pay-per-view de brand, enfin spécifiques à SmackDown et Raw, parce que je vois du pour et du contre. Hein. Mais vas-y, commence d'abord, donne tes 3 plus et tes 3 moins. Bon, pour ce qui est des weekly, c'est bien parce que ça force à avoir de rosters différents, donc ça donne déjà de l'intérêt à SmackDown qui avait plus du tout d'intérêt depuis quelques années. Ça donne des opportunités à des athlètes qui n'en auraient pas sinon, tout simplement. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je parle vraiment des pay-per-view, hein, pas de la brand split en général, juste le fait d'avoir des pay-per-view spécifiques. Est-ce que qu'est-ce ça que rentabilise ça rentabilise l'abonnement au network, hein,
quelque part. Mhm. Parce que finalement, pour le même prix, t'as une double ration de ce que t'aurais dû avoir en temps normal. Du rab à la cantoche. Du rab à la cantoche, c'est ça. Maintenant, moi, je préfère qu'ils investissent dans des projets plus originaux quand même qu'une surabondance de pay-per-view. Parce que ça dans les mois, clairement, t'as une surexposition des athlètes aussi. T'en as qui vont profiter un petit peu du truc pour avoir un peu plus de spotlight. Mais après, est-ce que c'est des personnes qui méritent vraiment d'être dans le spotlight, et est-ce que c'est des gens qui ont un potentiel pour être des moneymakers, quoi. Bah, au moins on leur laisse, ils ont normalement la place pour le devenir. S'ils ne deviennent pas, c'est que soit il y a des bookers qui les détestent vraiment, Mhm. genre Apollo Crews, soit c'est que voilà, ils ont pas la volonté, ils ont pas le charisme, ils ont pas le courage de dépasser un peu ce qu'on leur donne aussi. Ouais, mais après t'as pas de secret, c'est souvent ça, hein. Pourquoi il y en a qui percent pas, pourquoi il y en a qui arrivent pas à exploser le plafond de verre, comme on dit, c'est qu'ils ont pas forcément les qualités pour. Tu le vois avec prends Damien Sandow par exemple. Il Mhm. était super populaire, tout le monde disait qu'il était sous-exploité. Là, il fait le passage à la TNA, on voit bien que derrière, au final, il n'y a pas grand-chose. Hein. S'il Ouais. n'a pas été beaucoup plus loin à la WWE, c'est parce que clairement, il n'avait pas grand-chose à sortir de plus que ce qu'il a sorti pendant sa période à la WWE. Clairement, des fois, on se fait des idées sur des catcheurs, tu vois, genre Apollo Crews. Effectivement, il a d'énormes qualités techniques, il est impressionnant dans le ring, mais alors après, est-ce qu'il a de la personnalité? Est-ce qu'il a Bah, ce qui est toujours difficile à juger de l'extérieur comme ça. En plus, nous, on n'est même pas, Hmm. comment, on n'est même pas, ne serait-ce que dans le milieu des journalistes de catch ou des choses comme ça. Donc eux, ils savent un peu plus ce qui se passe backstage. Mais ce qui est difficile à juger à chaque fois, c'est savoir si est-ce que il y a besoin de quelqu'un pour orienter un catcheur et à partir de ce moment-là, si l'orientation est bonne, ça part bien. Ou alors est-ce que le rôle, est-ce que toute la responsabilité de dépasser ce statut de superstar efficace repose sur le catcheur directement? Ou alors est-ce que finalement euh, ouais, enfin à qui incombe la responsabilité en général du succès ou non succès ou même de la stagnation. Mais donc du coup, vu que tu n'as pas répondu à mon top 3 toi, ou flop 3, et ben je vais faire le mien. Vas-y. Donc pour les pay-per-view de Brand, le top 3 des avantages. D'abord, l'avantage pour moi, c'est déjà que on a des enjeux très régulièrement. Et que on n'est pas, contrairement à avant la séparation des brands, on a un peu freiné sur comment les rivalités qui stagnent. Encore que sur Raw, à Raw, ils y arrivent pas parce que leur show est trop long. Mais au moins à SmackDown, on voit que les rivalités elles s'installent, elles sont racontées, il se passe quelque chose toutes les semaines quasiment. Enfin, à part quelques fois SmackDown retombe un petit peu, mais sinon il se passe quelque chose toutes les semaines. Ça avance, et ça dure pas assez longtemps pour qu'on arrive à l'épisode où il se passe rien quoi. C'est-à-dire qu'il y a juste assez de temps entre deux pay-per-view pour monter une rivalité et pour qu'elle soit déjà prête pour le pay-per-view, je trouve. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien et qui fait que du coup on n'est pas en train de se dire ah mince le pay-per-view il est encore dans 2 ou 3 semaines et on a déjà l'histoire est déjà racontée en fait. Ils vont juste reblablater la semaine d'après ressortir les mêmes promos ou des choses comme ça. Alors ça c'est quelque chose qui n'arrive pas à SmackDown mais qui arrive à Raw. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais je trouve en tout cas que l'idée de timing plus serré est une bonne idée. Alors après, je pense que ça fonctionnera bien là sur les 6 premiers mois, la première année.
Après, ça risque d'être un peu juste. Je pense qu'ils vont finir par tourner en rond. Faudra qu'ils remélangent un peu les rosters. De toute façon, bon, ça c'est possible aussi, hein, de toute C'est façon. vrai que ça Mais, accélère du coup ça réduit la durée de vie justement des rivalités, à moins d'être créatif et de réussir à la tenir sur plusieurs pay-per-view. Mais c'est vrai que ça réduit enfin du coup ça oblige à faire des rivalités plus nombreuses avec des rosters qui sont du coup des rosters réduits puis il est divisé en deux. Donc c'est sûr que ça fait partie des points peut-être négatifs. Dans les avantages aussi, bah bien sûr, ouais, il y a le network, il y a le fait que comment on a ces shows exclusifs. Avant, on avait NXT qui était un petit peu le show pour les gens enfin Takeover qui était un petit peu le show qui rassemble la communauté hardcore, on va dire des fans de catch. Et maintenant, on avait voilà ces pay-per-view spéciaux. J'aurais presque mis dans les comment dans les positifs aussi. Alors le troisième, ça aurait été la durée aussi des pay-per-view, mais on a un truc très aléatoire en fait. Il n'y a pas vraiment de schéma. On a eu SmackDown qui a fait. C'était quel pay-per-view? C'était euh, non pas Roadblock. Premier pay-per-view de SmackDown. je ne sais, No Mercy, non, c'était pas Non, ça. Non, peut-être que c'était avant. Enfin, bref, le premier pay-per-view de SmackDown, il était plus court. Il était vraiment genre quelque chose comme 2 heures et quelques. Et j'avais trouvé ça vraiment bien. Et je me disais justement, c'est bien qu'ils fassent du coup des pay-per-view à temps réduit et que finalement le gros soir, le soir du SummerSlam et machin, etc., que ça soit vraiment un soir spécial où là, oui, ok, tu vas te taper, je sais pas, 4 heures, etc. Mais que ça soit pas genre chaque mois un pay-per-view qui dure 3 heures et quelques, etc. Qui, pour moi, pour moi ça fait trop long et c'est aussi pour ça que les pay-per-view d'NXT sont populaires. Outre la qualité des matchs, c'est aussi parce que on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Y a pas Bah, de. tu vois, ouais, sur NXT, t'as plutôt un très bon timing, hein, parce que t'as les shows qui font 1 heure, et les pay-per-view, tu les as, c'est quoi, une fois tous les 3 mois à peu près. Ouais. Donc forcément, comme les shows sont réduits, bah t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer dans les shows weekly. Et effectivement, quand t'as un événement, c'est un événement pour le coup, et c'est là que t'as vraiment les gros matchs qui font plaisir à voir. Donc ça, c'est sûr que le timing NXT, il est à peu près parfait. Hein, si tu veux avoir un produit qui reste comment dire, percutant à chaque fois, quoi. Mais sinon, ce qu'ils pourraient faire, du coup, s'ils veulent réduire, mais ils disent réduire, hein, pas supprimer, donc du coup, ça serait faire euh, un mois un pay-per-view commun, le mois d'après le pay-per-view d'une des deux brands, encore un pay-per-view commun, l'autre, enfin le pay-per-view est spécifique à l'autre brand, celui d'après, donc ça sera un peu plus respirable. Ouais, bah c'est à peu près comme il disait à l'époque de la première division des brands, quand t'avais un mois un pay-per-view SmackDown, un mois un pay-per-view Raw, et puis t'avais toujours le mix pour les quatre gros pay-per-view. Ça fonctionnait plutôt bien, hein, à l'époque. Hein. Maintenant, voilà, faut qu'il, Ouais. dans l'absolu, vaut mieux quand même qu'ils en fassent pas trop, je pense. Ouais. On va passer à la deuxième news. C'est une news un peu chamaillerie, un peu dans les couloirs de la VVE. Puisque c'est Chris Jericho et Sin Cara qui se sont apparemment chamaillés en arrivant en Europe la semaine dernière. Parce qu'ils sont en pleine tournée européenne, hein, on vous en parlait dans le dernier catch-up. Moi-même et Ringside, on va voir la VVE. Moi, je vais au show de Lyon, donc c'est cet après-midi, hein, le jour où on enregistre le vendredi. Et puis Ringside ce samedi, donc on vous en parlera. On n'a pas encore décidé si on fera un show particulier. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez vraiment une review de nos shows live dans un seul show là, hein, si on fait un bon 40 minutes ou voire plus
pour vous raconter tout ça. Mais donc voilà, on y sera et je vais essayer d'enregistrer un petit peu de son. Bref, donc d'après Fightful.com qui a contacté des insiders de la WWE, Sin Cara aurait été insupportable. Alors on sait pas exactement comment, mais insupportable avec ses camarades de bus. Et donc Jericho, outré par son comportement, l'aurait provoqué, hein, parce que Jericho, là, il aime pas les gens qui manquent de respect, il lui aurait quasiment demandé de le frapper, un peu, un peu en mimant finalement Brock Lesnar lors de sa dernière rencontre. Jericho avait rencontré aussi Brock Lesnar à la fin de SummerSlam, et cette fois-ci c'était Lesnar qui lui demandait de le frapper. Enfin bref, donc Sin Cara s'est pas fait prier, hein, il lui a foutu un pain. Apparemment Jericho est tombé par terre et puis ça s'est arrêté là. Sin Cara a été donc du coup banni, hein, du bus. La preuve de tout ce que je vous raconte, hein, c'est que c'est pas seulement des rumeurs, c'est cette petite vidéo sur Instagram de Chris Jericho, très bizarre, hein, très passif-agressif, où il est dans sa salle de bain. C'est le soir de Raw à Glasgow, hein, juste après le show. Il est rentré à son hôtel et il dit qu'il va aller regarder le prochain épisode, le dernier épisode de Walking Dead, hein, avant d'aller se coucher. Et il monte du sel de bain et il dit j'ai toujours rêvé d'être un zombie, et si je mange ça, je me transformerai en zombie et je pourrai arracher la peau de quelqu'un et ce sera socialement acceptable. Ne vous étonnez pas si vous voyez dans les news Jericho a arraché la peau de quelqu'un, c'est un zombie maintenant. D'accord. Donc voilà, non mais ouais, c'est très spécial. Sin Cara a reçu aussi le conseil par des officiels de la WWE de prendre des cours de anger management, hein, pour contrôler ses nerfs. Et voilà, je vous rappelle que Sin Cara a eu une altercation avec Simon Gotch, des vaudevillains, en juillet dernier, et Jericho, lui, quant à lui, c'était avec Lesnar juste après, donc SummerSlam comme je vous ai dit. Alors, ma question complètement débile, qui est le plus dingue, Jericho ou Sin Cara? Je mettrais ma piécette sur Jericho, hein. Moi, je suis... Ah oui, je mise Jericho aussi. Après la vidéo que j'ai vue, hein, n'hésitez pas à aller sur son Instagram, mais c'est spécial, hein. Ouais. On sent que le gars... Mais un voyage en bus entre catcheurs comme ça doit être une expérience assez spéciale, hein, quand même. Je pense que ça doit envoyer du lourd, même si c'est plus les personnalités qu'on avait à l'époque dans les années 80, etc. Ils sont un peu plus rangés des voitures, ou je sais pas comment on dit. Ouais, non, bah ça sent la vieille altercation virile. Le petit coup de trop dans les carreaux, et puis visiblement Jericho il aime bien, hein, faire des petites bagarres backstage. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le coq, comment on appelle ça? C'est celui qui vient et qui veut rétablir l'ordre, machin, etc. Mais il a jamais les couilles. Enfin, je veux dire, Lesnar il a pas tenté de le frapper. Là c'est pareil. Apparemment il l'a provoqué, il s'est pris une mandale. Bah ça m'étonnerait pas aussi que Jericho il fasse ça pour avoir quelque chose à raconter dans ses bouquins, hein, vu qu'il fait à chaque fois ses biographies. Je crois qu'il y en a une qui est en cours, voilà, comme ça il racontera la fois où il s'est battu avec Brock Lesnar. Il s'était déjà battu avec Goldberg, donc ça avait fait un gros chapitre dans sa biographie. Je pense qu'il est assez malin pour provoquer des trucs comme ça, sachant que lui il risque pas grand chose, hein, au final, vu que c'est toujours l'autre qui frappe en premier. Lui il a juste la grande gueule, et puis là celui qui risque gros c'est Sin Cara dans l'histoire, hein. C'est déjà étonnant qu'il l'ait gardé, ça fait la deuxième bagarre qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui est indispensable, hein, Sin Cara au roster. Puis il doit y avoir un petit peu de tension raciste dans tout ça, je pense, histoire de rendre ça un peu plus... Est-ce que non, les élections c'était mardi? Non, il y avait pas encore... Ouais, c'était en plein dans la soirée des élections, je crois. Non, c'était mardi le truc. Ouais, bah ouais. Ouais, c'était la veille, du coup. Mais la grande question, c'est de savoir comment Sin Cara est arrivé au show, parce qu'il a été viré du bus. Ah, je sais pas, il a fait du stop. Il a pris sa trottinette, je sais pas. Son petit vélo qu'il avait dans le temps. Son petit vélo. Ah bah oui, en tant qu'unico. Bref, donc voilà, c'était votre petite news chamaillerie de la semaine. C'est le moment d'un nouveau segment, attention. C'est un segment qui va être très court, mais j'ai décidé d'en faire un segment.
c'est le mini info, les mini infos dont tout le monde se fout. Rhino, de son vrai nom Terrence Guerin, a perdu son élection dans le 15e district du Michigan où il tentait d'être représentant de l'État du Parti républicain. Il a eu 35% des suffrages contre donc 65% pour Abdullah Hamoud, le démocrate. Et j'ai noté qui a dit que l'Amérique était raciste finalement. Bah oui, bah voilà, un exemple précis. Donc voilà. Ouais. Et la deuxième mini info, c'est Ryback. Et oui, Ryback, il est toujours vivant. Et il sortira une ligne de substituts et autres produits de nutrition pour bodybuilder en décembre. Et ça s'appelle, tenez-vous bien, Feed Me More. N'en achetez surtout pas. À éviter absolument. C'est des recettes faites par Ryback, attention. Hein. Il a juste demandé, en interview, il disait j'ai juste demandé des conseils pour qu'on rajoute du goût à ces poudres là. Et donc ce sera disponible pour tous les bodybuilders qui nous écoutent sur feedmemore.com. FEEDMEMORE.com. Voilà, achetez-en. Peut-être qu'un jour Ryback vous enverra vous enverra une photo dédicacée. Passons à la troisième news. C'est Sasha Banks qui a été en interview chez Sam Roberts, le podcast de Sam Roberts, hein, qui est plutôt connu dans le milieu parce que c'est un des rares mecs qui a vraiment des connexions avec la WWE et se tape des interviews de 1 heure avec des superstars qui sont en ce moment dans le roster. Et donc elle parlait du roster féminin en disant c'est une bonne chose qu'on soit séparés en 2 brands car on a plus d'opportunités mais je me bats contre les mêmes catcheuses chaque semaine et nous ne sommes que 6 et c'est l'aspect le plus négatif, on a besoin de nouvelles têtes. Elle a aussi rajouté que Vince McMahon lui faisait peur et que c'est Triple H qu'elle considère comme son mentor. Mais revenons d'abord sur ce souci des filles. Est-ce que pour toi il y a un manque de stars féminines à Raw, ou plutôt est-ce qu'elles ont vraiment besoin maintenant de nouvelles stars féminines à Raw? Et est-ce que c'était une erreur de les répartir sur 2 shows? Est-ce que tu penses que finalement on n'aurait pas été mieux à garder toutes les femmes sur un show? Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien à Raw pour l'instant, les filles. À SmackDown, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile pour avoir des beaux matchs. Ouais, ça leur ferait pas de mal d'avoir un peu plus de filles dans le roster, mais ce qui est en haut de l'affiche à Monday Night Raw, c'est quand même de la bonne qualité. Il y a encore de quoi faire avec Bayley et compagnie. Je pense qu'il y a quelques mois là, où elles peuvent. Je crois que c'est un peu facile que tu dises compagnie là. C'est qui la compagnie là, derrière Bayley? Il y a Jax. Oui, ouais. Puis, mais je pense que Bayley, elle peut faire le show pendant longtemps, hein. Il suffit de ramener, une petite guest star comme ça pour une rivalité et puis de faire partir la personne, c'est pas grave. Mais, après, il y a des gens à NXT, hein. Tu peux faire monter Asuka et compagnie. C'est toujours le même problème, c'est un peu le même problème que t'as chez les mecs, hein, c'est-à-dire qu'ils gardent des gens à NXT, tu sais pas trop pourquoi. Si vraiment ils ont besoin de monde, voilà, c'est vite réglé, hein, le problème. Moi je pense que côté mec c'est pas exactement, enfin, je pense que le problème c'est plus des mecs qui sont bons au micro, ils ont du mal à avoir, parce qu'il y a énormément, enfin je veux dire côté mec il y a un roster qui est quand même super conséquent, c'est juste qu'il y en a pas qui se démarquent et les seuls qui se démarquent ils les mettent dans la même feud, ils les répartissent pas. Donc du coup on a Owens, Rollins, Jericho, qui d'autre, Roman Reigns. Bon, Reigns est pas fantastique au micro mais il se tient quoi. Mais après t'enlèves cela, donc voilà, ouais. Le roster il est un peu sec quoi, mais bon, on est là pour parler des filles. C'est sûr que dans l'absolu, s'ils avaient pas divisé le truc, ça aurait été pas mal aussi.
Mais du moment qu'il n'y a pas la ceinture en jeu, est-ce que c'est vraiment intéressant de voir des rivalités entre les filles, vu comment ils les traitent généralement? Et puis elle va trouver des gens qui ont des athlètes féminines qui ont les qualités de Sasha Banks, Charlotte, Bayley. Même pour moi, Becky Lynch, elle est un petit peu en dessous, et puis le reste, voilà, c'est clairement en dessous. Donc on a un vague espoir avec le retour de Emma, mais et si tu veux garder des trucs qui ont de la qualité main event comme ils ont eu là à Hell in a Cell, t'as pas beaucoup de candidates non plus, hein. Pour moi, Nia Jax est pas encore au top niveau, enfin meilleur de ce qu'elle peut faire, je pense. Mais si on prend Sasha Banks, Charlotte, Bayley, Nia Jax et Emma, on peut faire deux rivalités avec tout ça, deux rivalités vraiment valables. Après tout, on est bien en train de suivre, c'est pas une rivalité énorme, mais on est bien en train de suivre une deuxième rivalité à SmackDown avec Nikki Bella et Carmella. Qui sont pas en train de chercher la ceinture, et c'est dans un show qui dure 2/3 de Raw, ou voire la moitié. Tu peux faire de toute façon des trucs assez courts qui sont efficaces, hein, mais ouais, donc du coup là-dessus je serais plutôt mitigé en fait, dans le sens où je pense que surtout ils mettent trop de temps ils ont mis trop de temps à builder Nia Jax, genre à la laisser de côté, sûrement parce qu'ils avaient pas d'idée pour elle, ils avaient mis toutes les filles dans le même panier. Donc Nia Jax, elle a pas encore pas encore sa place, elle a pas encore eu de feud, elle va pas en avoir avant quelques semaines parce qu'il y a Survivor Series. Et Malina là, j'en peux plus. Mais montrez-la quoi. C'est pas comme si elle était, elle s'est pas, elle est pas blessée pendant un an. Emma, elle avait une blessure pendant un temps, mais là, le teasing dure trop longtemps. D'ailleurs, en général, je trouve que leur teasing, enfin, souvent le teasing des cruiserweight a duré bien trop longtemps. Le teasing de Emalina dure bien trop longtemps. Faut qu'ils arrêtent avec ça. Ouais. Et l'autre à SmackDown là, comment il s'appelle Curtis Axel. Kurt Hawkins. Kurt Hawkins. Tout ça pour le même pour destin. Rien du tout. Deux hommes, un même destin. Plus le teasing est long, moins t'as d'impact quand t'arrives dans le roster. C'est marrant. On lui a quand même offert une victoire pour son arrivée sur Apollo Crews, mais je pense que ça sera la seule qu'on lui donnera avant très longtemps, avant qu'il parte en tag team avec d'autres losers. Ouais, ou un bon séjour à Superstar. Oh les méchants. Allez, passons à quatrième news qui est à propos de Brie Bella, qui était en interview avec Sky Sport, la chaîne et le site web anglais. Elle a parlé donc forcément de Daniel Bryan et de sa difficulté de rester à son poste de general manager, car il veut toujours encore oh là là, j'arrive plus à parler. Il veut toujours remonter sur le ring, et donc ça c'est quelque chose que normalement vous savez, parce que c'est même lui le répète quand il est en interview. Mais ce que vous ne savez pas, c'est la partie où elle parle de sa carrière, où elle dit: le catch me manque et je suis très impatiente de revenir. Alors déjà, première nouvelle. Et ensuite elle dit: est-ce que j'aimerais me battre contre ma sœur? Peut-être, mais j'aimerais revenir en duo comme Bella Twins et affronter Lita et Trish Stratus. Alors, déjà, Brie Bella revenant à la WWE, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Et est-ce qu'elle ferait de l'ombre à sa sœur qui... alors, c'est juste une impression, hein, j'ai pas vérifié à droite à gauche, mais j'ai juste l'impression qu'elle a quand même regagné les faveurs du public smart, on va dire. Les Bella ont toujours eu une grosse popularité chez les enfants, ou même le grand public, mais surtout ceux qui s'intéressent vraiment au niveau de catch et à la technique, etc. Je pense que Nikki Bella était remontée un peu dans les faveurs de tout le monde. Est-ce que c'est Est-ce que c'est une bonne chose que Brie repense à la VVE?
Non, 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 surtout pas. Parce que ouais, Nikki Bella, ça fonctionne en ce moment parce qu'on l'a pas vu depuis un moment et puis que voilà, elle est un peu mis, elle est pas sur le devant de la scène quoi. Hein. Elle a pas la ceinture, elle est pas en train de comment dire, de manger le roster complètement. Donc forcément, quand tu es un peu mis de côté, un peu moins sous les projecteurs, tu reprends un peu de popularité auprès du public, surtout smart, surtout qu'elle fait pas mal d'efforts elle pour être convaincante dans le ring. Brie Bella, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir maintenant dans la division féminine. Enfin moi je pense, hein, ça m'intéresserait pas du tout de la voir revenir, surtout si c'est pour affronter Trish Stratus ou Lita. Merci bien. Non, franchement qu'elle reste où elle est, c'est très bien. Hein. On n'a pas besoin d'elle. Hein. Tu vois, tu voulais la revoir toi? Non, 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 pas Bon. du tout. Rassure-moi. Le truc que tu dis sur Nikki parce qu'elle est en retrait, quoique, enfin, on la voit quand même quasiment toutes les semaines. Mais le truc, c'est que Nikki Bella, quand elle est revenue, je trouve enfin, ça se voit, elle a bossé et son petit John a dû quand même la pousser à étoffer son moveset. Alors bien sûr, ils vont piquer des trucs à droite à gauche, mais je trouve que Nikki Bella a fait quelques matchs vraiment sympas et plus du tout dans le style justement des Bella Twins avec des tirages de cheveux et des roll-up et voilà du catch féminin comme il était il y a 2-3 ans. À Ouais, part ouais, non, clairement, ouais, hors ouais, de AJ, c'est AJ ce qu'on veut. et Mais mince. déjà avant de quitter, elle avait fait plutôt un bon match contre Charlotte à l'époque. Sur la fin de son règne, c'était plutôt pas mal ce qu'elle faisait. Après, imagine, elle serait arrivée là et elle aurait gagné la ceinture, elle aurait pris le spot de Becky Lynch. Je pense que son retour, il serait passé autrement, quand bien même elle aurait les mêmes qualités athlétiques. Là, ça va bien parce Ouais. qu'elle a laissé quand même le spotlight à Becky Lynch, sinon elle se serait fait pourrir, je pense. Ouais, et là, ce qui m'irait bien, c'est après le règne de Becky, je sais pas combien de temps il va durer, mais si ensuite il transitionne vers Alexa Bliss, bah une rivalité Nikki Bella Alexa Bliss aussi, ça me dirait bien. Le seul truc, c'est voir si enfin elle s'améliore au micro, parce que c'est quelque chose qu'ils ont jamais vraiment réussi à tenir, Nikki et Brie. Le micro quoi d'autre, donc du coup ouais, le retour de Brie Bella pour moi c'est une mauvaise nouvelle pour elle en fait, pour Nikki, pour la Ouais, pour la ouais. WWE en général, parce que si elle revient en Bella Twins, déjà ça va pas être possible parce qu'il n'y a pas de tag team de filles. Donc Ouais, ça servira à rien, c'est du déjà vu. et surtout qu'on revienne pas à l'époque où on faisait des tag teams à partir de n'importe quoi. Il y avait seulement les Bella Twins comme vrai tag team et le reste c'était alors ce soir ça sera truc et truc contre les Bella Twins ou truc et truc, et c'était ça servait à rien parce que de toute façon il n'y a pas de ceinture féminine de tag team. Donc voilà. Brie, reste chez toi, profite de ton argent s'il te plaît. Euh... Fais du tricot, va jouer aux cartes. non mais Il on y a va plein pas de choses à partir. faire, Non hein. mais j'ai essayé d'être pas trop machiste. Ah, jouer aux cartes, c'est pas macho. Voilà, Et parce que c'est une retraitée, c'est tout. je pense qu'elle a autre chose à faire que jouer aux cartes. Allez. News numéro 5. Comme d'habitude, je garde un peu le gros morceau pour la fin. C'est plutôt une news qui est tirée des shows weekly et plutôt un petit débat qu'on va avoir. Lors du SmackDown du 8 novembre, Daniel Bryan a dévoilé que les dirigeants de Monday Night Raw, donc Mick Foley et Stephanie McMahon, ont accepté de mettre en jeu la division Cruiserweight à Survivor Series le 20 novembre avec un match Brian Kendrick contre Kalisto. Un accord qui répond au challenge lancé par Dolph Ziggler, le champion intercontinental de SmackDown, qui va défendre donc sa ceinture contre Sami Zayn, au risque donc du coup de faire perdre la ceinture au show bleu.
Alors, croit-on vraiment à un changement de roster pour les cruisers et avec le nouveau show 205 live 205 qui arrive et qui sera diffusé juste après SmackDown, donc le 29 novembre. Est-ce que la WWE est en train de reconfigurer la place des cruisers ou alors ils installent juste le doute, ils profitent de finalement des circonstances pour installer le doute. Est-ce que t'y crois toi ou pas? Pouf. C'est pas impossible qu'ils passent les cruisers à SmackDown, hein, tu me diras, parce que par rapport aux enregistrements, etc., ça sera peut-être plus simple pour eux d'avoir les cruisers à SmackDown et de faire l'enregistrement de leur nouvelle émission derrière. Après, qu'on était parti sur le principe que c'était exclusif à Raw, si au bout d'un mois tu les fais déjà basculer à SmackDown, c'est encore bien parti pour mettre en valeur le truc. Et puis il y a plus besoin des cruisers à Raw, même si c'est quand même mal embarqué, leur histoire c'est toujours mal placé dans le show. Ouais, on pourrait partir sur mais tu peux pas envoyer la ceinture intercontinentale à Raw, tu peux pas switcher les deux, parce que tu auras le titre US et le titre intercontinental à Raw. Ouais, Et ça puis rien à SmackDown, hein. c'est Ça me paraît le. peu. Je pense que c'est l'argument le plus valide pour se dire que ça va pas changer de roster parce que la ceinture intercontinentale, quoi qu'on en dise, c'est triste pour les cruisers, mais la ceinture Ouais. intercontinentale Ah, et vaut puis bien plus que la division des cruisers, quoi. c'est ça. Ouais, et puis si tu mets déjà la ceinture cruiserweight dans SmackDown, donc tu auras des matchs cruiserweight dans SmackDown, et après ils font l'enregistrement de leur émission spéciale cruiser. Ça va faire beaucoup pour les gens qui sont venus, je pense. Hein, là, ça fera trop de cruiserweight. Ouais, donc je pense que non, ça va s'arrêter à Survivor Series alors dans ces cas-là. Ouais. Mais au sujet des cruisers à Raw, l'autre chose qui fait, je pense que ça s'installe pas bien aussi, c'est que les le SmackDown en fait a vraiment un bon équilibre. Enfin, d'après la majorité des gens que je vois sur les forums et tout ça, SmackDown a vraiment un bon équilibre parce qu'il privilégie vraiment le récit des feuds au match. Généralement, il y a des matchs, mais ils sont courts, ils sont espacés, euh, et, euh, et donc voilà, on n'est pas à l'usine quoi. Et le truc, c'est que je pense les cruisers se feront jamais une place à Raw si Raw continue de faire match, un petit segment, match. Je trouve vraiment, finalement, j'ai réalisé ça il y a, bah, juste cette semaine là, en repensant à Raw, de me dire, il y a trop de matchs en fait à Raw. Je sais pas Ouais. si toi t'es d'accord, mais je trouve il y a trop, finalement, c'est un peu con, mais il y a trop de catch. Il y a trop, il y a trop de matchs et du coup les cruisers ils arrivent. Alors quand ils sont en ouverture ça passe, mais si tu mets un match de cruiser au milieu ou aux trois quarts, les gens ils ont déjà vu 3 4 matchs. C'est trop. Alors que les cruisers justement c'est le catch pur, sans storyline pour l'instant, avec très Ouais. peu. Donc Mais ils veulent toujours faire un segment en ouverture d'Euro, hein, visiblement pour la première heure. Il faut que t'as souvent Roman Reigns qui vient en début de show ou t'as Stephanie McMahon. ouais. Moi je le ferais, moi je mettrais les cruiserweight direct en entrée pour la première heure. Et puis après tu passes aux choses sérieuses dans la deuxième heure. Moi Oui, une ça courte me paraît plus introduction. logique. Voilà, comme ils faisaient dans le temps, WCW Nitro, ça fonctionnait beaucoup mieux. Hein. T'as les cruisers qui arrivent, ils commencent à chauffer la salle, et puis après tu peux rentrer dans les grosses histoires. Tu peux toujours placer un petit segment en début de show, en ouverture, histoire d'expliquer un peu les tenants, les aboutissants de la soirée. Mhm. Et puis après, voilà, tu lances du catch pur en entrée de jeu. Après, tu balances une heure où t'as des segments, des trucs comme ça. Et puis j'aime bien l'idée d'avoir des gros main events comme on a à Monday Night Raw quand même ces derniers temps, parce que généralement Mhm. c'est vraiment d'un bon niveau les main events, mais ça arrive après 2 heures et demie de show, donc forcément tu peux vite passer à côté du truc.
Mais clairement, ouais, là, c'est sûr que la place des cruiserweight dans le show de Raw, ça va pas, et qu'effectivement, au niveau des dosages dans Monday Night Raw, c'est délicat, parce que t'as beaucoup de matchs, et puis t'as souvent des segments qui sont trop longs et redondants, quoi. Ouais, j'ai l'impression que leur construction, en plus ces derniers temps, c'est vraiment deux gros blocs. À chaque fois, il y a, enfin, deux gros blocs de micro. C'est l'introduction, à chaque fois un quart d'heure. Et au milieu du show, l'autre, du coup c'est tag team cette semaine, l'autre gros morceau, 10-15 minutes, et du coup ouais c'est pas super réparti. Après vous me direz aussi, c'est plus difficile je pense d'écrire pour, enfin d'écrire des segments pour un show qui dure 2h30, enfin 3 heures en fait si on enlève les pubs. Enfin je veux dire si on compte les pubs plutôt. Parce que le show continue pendant les pubs, donc forcément. Et enfin comparé à SmackDown. Et ouais, non, pour moi, il y a vraiment, ouais, il y a un souci d'équilibre entre les deux. Mais est-ce qu'ils ont les moyens est-ce qu'ils ont les moyens d'écrire plus? Et puis en plus, pour écrire plus, il faut écrire quelque chose d'intéressant, mais il faut pas faire avancer trop vite les choses. Donc voilà. Après, ouais. ils ont un paquet de scénaristes, hein, mais généralement, c'est Vince McMahon qui met le holà à toutes leurs idées, et puis ils restent toujours un peu sur les mêmes recettes qu'ils ont depuis des années. Mais maintenant, regarde, tu fais 1 heure de cruiserweight d'entrée de jeu, il te reste plus qu'une heure et demie de show à booker avec un scénario, etc., etc. Oula, ouais, mais 1 heure de cruiserweight d'entrée de jeu. Ça me paraît beaucoup. T'as assez dans le roster. Non mais je veux dire, tu peux pas tu mets, mettre un bloc d'1 heure de cruiser aux gens au début du show, ils vont tous partir. Je suis pas sûr. Voilà, tu peux rajouter un peu de low card au milieu, et puis un segment au milieu vite fait, genre de 5 minutes, mais ça marcherait si on vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Et à bientôt. Ciao ciao. Quand t'as une demi-heure de Stephanie McMahon en début de show, moi je comprends pas que les gens restent. Hein. mais bon. Enfin bon. Donc voilà, c'était les news de la semaine. N'hésitez pas à nous signaler dans les commentaires si vous avez d'autres news qui vous ont marqué dans la semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé des sujets qu'on a abordés. Donc je te remercie Ringside d'être venu. Mais je t'en prie. Et puis donc n'hésitez pas à nous écouter sur iTunes, sur Mixcloud et sur YouTube. Un pouce vert, un commentaire, et on vous fait des très gros bisous, et on vous souhaite une semaine pleine de catch et de blagues sur Donald Trump. Allez, ciao ciao.